2 au 5 septembre 1666, un gigantesque incendie fait rage à Londres. Parti d'une minuscule étincelle dans une boulangerie de la City, il détruit 80% de la ville. Les services publics se montrent incompétents et les citadins sont pris de panique. Parmi eux, il y en a un qui observe la progression du brasier et note tout dans ses carnets. Il s'appelle Samuel Pepys et il sera notre guide dans la ville en flammes. Je suis Virginie Giraud et je vous souhaite bienvenue au cœur de l'histoire, un podcast Europe 1 Studio. Le grand incendie de Londres. Il fait particulièrement chaud à Londres durant le mois d'août 1666. Tout est sec, notamment le chaume qui recouvre les toits de certaines maisons. Il est depuis longtemps interdit d'user de matériaux inflammables dans les constructions, mais le chaume est bon marché, c'est son grand avantage. En ville, de nombreuses activités contribuent à faire monter la température dans les rues où l'air circule mal. Fondeurs, forgerons, vitriers ont besoin de feu pour travailler. Ils devraient exercer dans les faubourgs, mais ils sont là, au cœur de la City, le quartier le plus ancien de la capitale anglaise. La City est entourée d'un mur de près de 6 mètres de haut. C'est l'ancien mur romain qui entourait et protégeait Londinium, la Londres antique, capitale de la Bretagne romaine. Au XVIIe siècle, il comptait 8 portes qui sont les seuls moyens de quitter la City. Dans une de ces rues, à Pudding Lane, non loin du pont de Londres, on trouve de nombreux commerces de bouche. Il y a là la boulangerie royale de Thomas Fariner. C'est un boulanger bien connu dans la capitale anglaise. À la fin de sa journée de travail, il déblaye consciencieusement les cendres de son four pour éviter tout risque d'incendie. Il ne reste qu'un feu, mais il se trouve dans une pièce pavée de briques qui ne risque rien. Pourtant, quelque part dans cette boulangerie qui est sur le point d'entrer dans l'histoire, une braise tombe sur de la paille, des sacs de toile ou un tas de vêtements. Une toute petite braise. Elle rougeoie doucement avant de s'éteindre. Elle est si insignifiante. Mais ce jour-là, le 2 septembre 1666, il souffle un vent de sud-est qui s'engouffre par une fenêtre laissée ouverte pour profiter de la fraîcheur nocturne. Le vent attise la petite braise qui reprend vie et enflamme un brin de paille, un sac de farine, le bois qui doit servir pour la fournée de demain. Mais il n'y aura pas de fournée demain matin, car le fournil de Thomas Fariner est en flammes. Rapidement, le feu gagne le plafond et les étages supérieurs. Plus il monte, plus il se renforce. Fariner et sa famille réussissent à s'échapper en sautant par une fenêtre et se réfugient chez des voisins. La servante, qui a trop peur de sauter par la fenêtre, est la première victime de l'incendie. Mais les Fariner ne sont pas à l'abri car bientôt, le feu s'échappe par les fenêtres et gagne la rue endormie. Il illumine Pudding Lane de son éclat rouge et or. Mais il n'y a personne pour le voir en cette heure si matinale, juste quelques voisins qui essaient d'éteindre les flammes. Alors, le feu s'enhardit, il gagne la rue voisine de Fish Street, puis se précipite dans la suivante, et encore une autre vers le pont de Londres pour gagner la rive droite de la capitale. Le grand incendie de 1666 est loin d'être le premier à ravager Londres. Dans la passionnante biographie qu'il consacre à cette ville, le Britannique Peter Ackroyd recense tous les incendies dont elle fut victime avant celui-là. Et la liste est longue, très longue. Il ne s'agit pas de feux de paille incendiant un pâté de maison, non. À chaque fois, c'est une grande partie de la ville qui part en fumée. Nous en savons plus sur l'incendie de 1666 parce qu'il a eu un observateur privilégié en la personne de Samuel Pepys. C'est un haut fonctionnaire anglais, membre du Parlement, c'est-à-dire député, et un diariste rigoureux des années 1660. Il note quotidiennement dans son journal les événements dont il est témoin. Et cette décennie est la décennie noire de la capitale anglaise. Épidémie de peste qui fait plus de 100 000 victimes, guerre anglo-néerlandaise, et enfin, grand incendie. Samuel Pepys décrit tout, et c'est un observateur attentif. Londres est alors la plus importante ville d'Angleterre. Avec plus de 500 000 habitants, elle compte parmi les plus peuplées d'Europe. Mais avec ses maisons en bois construites à la va-vite pour loger la population toujours grandissante, elle est archaïque. Samuel Pepys habite à Sitting Lane dans la City.
En ce 2 septembre 1666, il est réveillé à 3 heures du matin par Jane, une de ses servantes, qui l'informe qu'un incendie vient de se déclarer à quelques rues de là. Pépys se lève, passe une robe de chambre et se précipite à sa fenêtre. Il doit évaluer la distance pour savoir si sa maison est menacée et s'il doit évacuer. En pantoufles et bonnet de nuit, Pépys scrute la ville depuis la fenêtre de sa chambre. Il voit des flammes qui confirment les dires de sa servante. Il y a bien un incendie. Mais il est loin, assez loin pour que Pépys ôte ses chaussons et sa robe de chambre et retourne au lit. Son quartier et sa maison n'ont rien à craindre. À 7 heures, il se lève pour de bon et regarde à nouveau par la fenêtre. On dirait que l'incendie s'est éloigné. Pépys ne s'inquiète pas plus que ça et s'enferme dans son cabinet de travail. Mais Jane vient le voir pour le prévenir que, d'après ce qu'on raconte, l'incendie fait rage. Il a déjà détruit plus de 300 maisons dans la City. D'ailleurs, les cloches sonnent pour avertir les citadins d'un incendie dangereux. Pépys saura alors voir ça de plus près comme les nombreux badauds qui ne veulent rien manquer du spectacle. Il se faufile dans les rues étroites du centre historique de Londres. Les maisons à 4 ou 5 étages en encorbellement forment des saillies au-dessus de la rue. Plus on monte les étages, plus ceux-ci sont larges. De ce fait, les maisons se touchent presque à leur sommet et on peut facilement se parler entre voisins d'en face. Le feu peut donc se propager très facilement. En 1661, le roi Charles II a décrété l'interdiction des fenêtres en saillie et des encorbellements. Comme sa loi reste lettre morte, il autorise l'emprisonnement des bâtisseurs récalcitrants et la démolition des bâtiments dangereux. Mais rien n'y fait. Pour gagner de précieux mètres carrés d'habitation, on construit toujours plus haut, toujours plus large. On ne peut pas faire mieux pour favoriser les incendies. Depuis le Moyen-Âge, on a pris toutes sortes de mesures pour lutter contre le feu. Dès le XIe siècle, il existe un couvre-feu, au sens propre. Au tintement de la cloche, tous les feux doivent être couverts et les cendres raclées. On garde des tonneaux pleins d'eau devant les plus grosses maisons. Et au XVe siècle, on promulgue un décret. Tout magistrat ou conseiller au Parlement qui entre en fonction doit faire fabriquer 12 nouveaux seaux en cuir pour lutter contre les incendies. Au XVIIe siècle, les seaux sont secondés par un engin qui, avec l'aide de 10 hommes pour l'actionner, peut pomper plus d'eau que 500 hommes avec des seaux. Ces hommes qui luttent habituellement contre le feu, on les appelle les bucket boys, les garçons aux seaux. Les seaux d'eau sont l'un des moyens les plus utilisés par les habitants pour éteindre le feu en ce dimanche matin. La démolition en est un autre. À l'aide de poudre à canon et de crochets à incendie, les plus hautes maisons doivent être démolies pour servir de coupe-feu et empêcher la progression des flammes. C'est une méthode radicale, mais les historiens modernes estiment que c'est grâce à ces coupe-feux que l'incendie sera finalement maîtrisé. En 1666, les pompiers n'existent pas encore. Ce sont des citoyens et des soldats qui essaient de combattre le feu. Dès le dimanche donc, les habitants de Pudding Lane et des rues avoisinantes comprennent qu'il faut détruire les maisons pour empêcher la progression de l'incendie. C'est une décision grave qui nécessite l'accord du maire. Thomas Bloodworth se rend à Pudding Lane pour évaluer la situation. Mais il l'estime peu alarmante et ne prend aucune mesure pour maîtriser l'incendie. Avant de rentrer chez lui, il a ce mot célèbre. Une femme pourrait éteindre cet incendie en pissant dessus. Après le drame, on n'entendra plus parler du maire. Il paraît qu'il a quitté la ville. C'est le roi Charles II lui-même, informé de la situation, qui ordonne la destruction des bâtiments. La situation est peu alarmante ? Non, elle ne l'est pas. Elle est gravissime en ce dimanche matin. Si le maire ne le comprend pas, les habitants, eux, se mettent bientôt à fuir les maisons et le quartier et en oublient de participer à la lutte contre l'incendie. Au contraire, ils encombrent les rues avec des caisses et des carrioles qui transportent ce qu'ils cherchent à sauver. Dans les rues, c'est le chaos total. Tout le monde espère que la Tamise va faire barrage à l'incendie, mais malheureusement, il se propage jusqu'aux abords du fleuve sans rencontrer beaucoup de résistance et s'attaque rapidement aux entrepôts des quais. C'est le long des rives que se trouvent les dépôts et les magasins de combustible des quartiers les plus pauvres, et il y a là des taudis en bois croulants et des masures en papier goudronné au milieu des entrepôts remplis de matières inflammables comme le goudron, le bitume, le chanvre, la résine ou le lin. Pépys parvient à traverser le pont avant qu'il ne s'enflamme, mais bientôt, la Tamise est en feu
Elle charrie des débris rongés par des flammes furieuses. On croirait le fleuve de l'enfer. Pépys parvient à trouver refuge dans une taverne sur l'autre rive, et de là, il regarde l'incendie qui s'étend dans toutes les venelles, entre les églises et les maisons, à perte de vue. La colline de la City est un brasier horrible, comme un monstre qui dévore tout autour de lui. Quand dans la soirée du dimanche, l'incendie traverse le pont, Pépys l'observe toujours, et il se met à pleurer. L'incendie se poursuit le lundi 3 septembre et gagne du terrain. Les tourbillons de flammes entraînent des étincelles et des braises sur de longues distances. Ils vont se loger sur les toits de chaume et les gouttières en bois, provoquant de nouveaux départs de feu. Les gens tentent de fuir et la panique s'installe. On dit que le feu n'est pas accidentel, que des ennemis du royaume tentent de détruire la ville. Pépys assiste à des scènes de pillage de magasins et de maisons. Les habitants fuient leur habitation. Les riches qui ont le plus à perdre tentent d'entasser leurs biens dans des voitures à bras. Les plus pauvres trouvent là une aubaine et offrent leurs services qui passent de 2 shillings la location de charrette à 40 livres le lundi, c'est-à-dire 800 fois plus. Les Londoniens munis de charrettes arrivent de toute la ville pour proposer leurs services à prix d'or. Les 8 portes de la City sont bloquées par ceux qui entrent au risque de leur vie et ceux qui sortent chargés et pressés de quitter le brasier qu'est devenu leur quartier. L'incendie fait toujours rage. C'est la panique dans les rues, sur fond d'explosion des entrepôts de poudre à canon. Nous sommes maintenant le mardi 4 septembre. Le feu progresse encore. C'est la journée la plus désastreuse. Le feu a passé la rivière Fleet et s'aventure jusqu'au luxueux quartier de Cheapside. Il fonce vers la cathédrale Saint-Paul, où tant de gens ont entassé leurs biens en la pensant inviolable grâce à la protection de Dieu. Mais elle est en travaux et entourée d'échafaudages en bois qui prennent feu rapidement. Et comme les autres cathédrales Saint-Paul qui l'ont précédée, elle est en proie aux flammes. Les Londoniens ne peuvent que pleurer et se lamenter en voyant ce joyau architectural disparaître sous leurs yeux. Le brasier est si intense que les plombs de la toiture et des vitraux fondent et se répandent dans les rues. Les ruisseaux incandescents et brûlants qu'ils forment empêchent les hommes et les chevaux de se déplacer. Après avoir dévoré Saint-Paul, l'incendie digère un moment, regarde autour de lui et... que voit-il ? La tour de Londres qui se dresse près du pont. Vite, il se précipite vers ce mets de Choix où sont entreposées entre 5 et 600 tonnes de poudre. Les gardes de la tour voient venir le prédateur et décident de ne pas attendre les secours qui de toute façon n'arriveront pas. Ils créent des coupe-feux en faisant exploser des maisons aux alentours, ce qui ralentit efficacement la progression des flammes. Le mercredi 5 septembre, Samuel Pepys traverse les décombres fumants de la ville et grimpe au sommet de Barking Church. Quelques foyers d'incendie brûlent encore ici et là, mais le vent est tombé et le pire est passé. C'est un véritable spectacle de désolation qui s'offre aux Londoniens. On reconnaît à peine la City. Les décombres sont partout, les maisons sont effondrées ou calcinées. Même les églises n'ont pas résisté. Tout est noir de cendres. Des fumerolles s'échappent encore de quelques brasiers, mais il n'y a plus rien à brûler. 13 200 maisons ont disparu, 87 églises et de nombreux bâtiments publics aussi. Par miracle, on compte moins d'une dizaine de morts. Par contre, on ne peut pas dénombrer les malheureux sans logis qui ont tout perdu. Quelques semaines plus tard, un certain Robert Hubert, un horloger français simple d'esprit, déclare qu'il a déclenché le grand incendie à Westminster. C'était à Pudding Lane. Il est déclaré coupable et pendu le 28 septembre. Ce n'est qu'après sa mort qu'on découvre qu'il n'est arrivé à Londres que 2 jours après le début de l'incendie. Mais on a officiellement un coupable, et ça, c'est le principal. Les pouvoirs publics sont cependant vivement critiqués pour leur gestion de la crise. Maintenant, il faudra éviter qu'un tel drame se reproduise. En 1669, on passe les premières lois sur la reconstruction de Londres. Et pour commémorer cet événement tragique, on décide qu'une colonne de pierre ou de cuivre devra être érigée sur Fish Street Hill, à proximité de l'endroit même où le feu a commencé. Cette colonne existe toujours et les Britanniques l'appellent The Monument. Plusieurs plans de reconstruction de la City sont proposés, mais finalement,
l'ancien plan des rues est repris et amélioré en matière d'hygiène et de voirie. Les rues sont élargies, les quais et les ponts plus accessibles, sans maisons pour gêner l'accès au fleuve et à la circulation. Les maisons sont rebâties en briques et en pierre, pas en bois. De nouveaux bâtiments publics sont construits sur les emplacements des anciens. Christopher Wren est nommé commissaire pour la reconstruction de la ville de Londres. Il est particulièrement célèbre pour être l'architecte de la nouvelle cathédrale Saint-Paul en forme de croix latine et surmontée d'un large dôme. Aujourd'hui encore, le chef-d'œuvre de Wren couronne l'Aldgate Hill au cœur de la City. Elle a échappé aux incendies suivants. Au XVIIIe et au XIXe siècle, le nombre et l'ampleur des incendies augmentent. De 1833 à 1841, par exemple, il y a 5000 incendies à Londres, soit 556 par an, c'est-à-dire entre 1 et 2 par jour. En 1834, c'est le Parlement qui brûle. En 1936 encore, c'est le Crystal Palace. Et durant la Seconde Guerre mondiale, alors que la Grande-Bretagne est la seule à lutter encore contre la nazification de l'Europe, Londres est détruite par les bombardements allemands. Mais la ville, encore et toujours, se relève de ses cendres. Au cœur de l'histoire est un podcast Europe 1 Studio et c'est aussi un travail d'équipe. À la réalisation, Julien Tarot. À la composition des musiques originales et à la direction artistique, Julien Tarot. À la composition des musiques originales additionnelles, Sébastien Guidis. À la communication et à la diffusion, Nathan Laporte. Pour ce récit, j'ai cédé ma plume à Sandrine Brugot. Quant à moi, je vous retrouve tous les jours sur votre plateforme de podcast préférée et sur l'appli Europe 1 et chaque week-end à 15h sur notre antenne. À très vite.